Il fut un temps où le grondement des puissants moteurs diesel sur les chantiers européens était un symbole américain incontestable. Dans les décennies qui suivirent la Seconde Guerre mondiale, la reconstruction d'un continent largement dévasté reposait sur les épaules d'énormes machines d'acier fabriquées dans l'Illinois, l'Ohio et le Wisconsin. L'acier américain régnait en maître sur le terrain. Qu'il faille déplacer une montagne, niveler une autoroute ou creuser des fondations, la puissance immense d'un bulldozer ou d'une pelle mécanique chenillée de fabrication américaine était la solution idéale. Pourtant, aujourd'hui, si vous passiez devant un grand chantier d'infrastructure à Berlin, Paris ou Londres, vous verriez rarement un logo américain sur la peinture jaune. Les engins lourds qui effectuent les travaux les plus difficiles sont désormais fabriqués presque exclusivement en Allemagne, en Suède, au Japon ou au Royaume-Uni. Il ne s'agit pas d'un effondrement soudain, mais d'une séparation lente et délibérée, due à une différence fondamentale dans la manière dont les deux continents interagissent avec les lois de la physique terrestre. Pour comprendre pourquoi l'Europe a cessé d'acheter des engins de chantier américains, il faut d'abord considérer la nature du terrain pour lequel ces machines ont été conçues. Les États-Unis sont connus pour leur immensité. Durant le boom des infrastructures d'après-guerre, les entreprises américaines ont conçu leurs machines pour les grands espaces, créant d'énormes engins lourds destinés à tracer des réseaux autoroutiers entre les États et à aménager de vastes zones résidentielles. La philosophie de l'ingénierie était claire. Plus c'est gros, mieux c'est. Les machines américaines privilégiaient la masse, la puissance et la capacité des bulldozers. Ces machines étaient construites avec des structures robustes et des moteurs de forte cylindrée, conçus pour fonctionner à pleine puissance sur des terrains plats et dégagés. Dans ce contexte, aucun équivalent, en termes de productivité, n'existait pour les tracteurs chenillés américains ou les excavatrices à godets traditionnelles. Mais l'Europe représente un tout autre terrain de jeu. Les villes européennes sont anciennes, densément peuplées et caractérisées par des rues étroites et sinueuses qui sont antérieures de plusieurs siècles à l'invention du moteur à combustion interne. Avec la fin de la première phase de la reconstruction d'après-guerre, le modèle de construction européen est passé des travaux d'excavation massifs en plein champ à la rénovation des villes et à des projets d'infrastructures précis. Soudain, la taille imposante des machines américaines est devenue un obstacle majeur. La pelle mécanique traditionnelle, qui nécessitait un dégagement de 5 mètres à l'arrière pour déplacer son contrepoids, était pratiquement inutilisable dans une ruelle romaine historique ou un carrefour étroit londonien. Les entreprises de travaux publics européennes recherchaient moins les machines les plus imposantes que les plus performantes. Elles avaient besoin d'équipements capables d'opérer dans des espaces extrêmement restreints sans compromettre la puissance de forage. Cette contrainte spatiale a engendré une approche radicalement différente en ingénierie mécanique. Tandis que les constructeurs américains continuaient d'accroître leur production d'engins lourds, les ingénieurs européens se sont tournés vers l'innovation dans le domaine des machines compactes et articulées. La mise au point de la pelle mécanique à rotation nulle a permis aux opérateurs européens de creuser au plus près des murs porteurs sans craindre d'endommager le contrepoids dans la circulation. De même, le marché européen a privilégié la pelle mécanique sur pneu à la pelle mécanique sur chenille traditionnelle. La pelle sur pneu peut se déplacer de manière autonome d'un chantier urbain à l'autre à une vitesse de 50 km/h, sans abîmer l'asphalte ni nécessiter de coûteux camions plateaux. Les entreprises américaines, fortes de leur position dominante sur le marché national, ont ignoré ces conceptions hautement intégrées et spécialisées, les considérant comme des outils de niche plutôt que comme l'avenir de la construction urbaine. Lorsque ces entreprises ont pris conscience de l'évolution de la demande européenne, des sociétés comme Volvo, Liebherr et JCB avaient déjà bouleversé les règles du jeu. Mais les contraintes spatiales n'étaient que la première brèche. Une tempête bien plus vaste et complexe se préparait, qui allait déterminer la circulation des fluides hydrauliques, la conception des moteurs diesel et les règles mêmes du commerce international. Au cours de la seconde moitié du XXe siècle, le prix du gazole a commencé à présenter un écart important entre les deux continents. Aux États-Unis, les prix fortement subventionnés du carburant permettaient aux entreprises de travaux publics de faire tourner d'énormes moteurs très gourmands en carburant à plein régime pendant des quarts de 10 heures. À cette époque, le rendement thermodynamique était secondaire par rapport à la puissance mécanique maximale.
En Europe, en revanche, le carburant était soumis à des taxes élevées et à une forte concurrence. En clair, les entreprises européennes ne pouvaient pas se permettre de consommer du gazole au prix américain. Cette dure réalité économique a contraint les constructeurs européens à repenser fondamentalement la relation entre le moteur diesel et la pompe hydraulique. Au lieu de s'appuyer sur des moteurs extrêmement puissants pour produire de l'énergie, les ingénieurs européens ont développé des systèmes hydrauliques sophistiqués capables de détecter les charges. Ces circuits fermés se distinguent par leur intelligence supérieure, conçus pour fournir un débit hydraulique d'une extrême précision, au moment et à l'endroit précis requis, sans aucun gaspillage. Ils ont permis à un moteur diesel européen, plus petit et plus efficient, d'effectuer le travail de son homologue américain, bien plus imposant, tout en consommant une fraction de carburant. Soudain, les machines américaines, traditionnellement équipées de systèmes hydrauliques à pistons ouverts et centralisés, assurant un pompage continu des fluides indépendamment de la demande, sont apparues comme extrêmement inefficaces aux yeux d'un gestionnaire de flotte européen chargé de calculer les coûts d'exploitation mensuels. Cette obsession pour la précision hydraulique a engendré une seconde révolution au niveau du mécanisme de travail. Tandis que les opérateurs d'outre-Atlantique continuaient de modifier manuellement l'orientation des bulldozers stationnaires selon les tâches, le marché européen, notamment scandinave, a adopté le système de rotation et d'inclinaison. Ce système complexe de type poignée mécanique fait office d'articulation dynamique entre le bras de l'excavatrice et le bulldozer, permettant à l'accessoire de pivoter à 360 degrés et de s'incliner de 45 degrés latéralement. Du jour au lendemain, une seule machine compacte pouvait effectuer des travaux de nivellement complexes, creuser autour des infrastructures souterraines et remblayer des tranchées depuis une position fixe, sans qu'il soit nécessaire de constamment réajuster sa trajectoire. Ce système a transformé un outil de forage primitif en un outil multifonctionnel de haute précision. Les constructeurs américains étaient connus pour leur extrême lenteur à adopter cette technologie, construisant des machines dotées de systèmes hydrauliques dépourvus de l'assistance proportionnelle au débit et des logiciels nécessaires au fonctionnement de ces équipements européens très complexes. Outre le carburant et l'hydraulique, la législation européenne a commencé à imposer des restrictions strictes aux engins lourds traditionnels. L'Union européenne a promulgué certaines des réglementations les plus strictes au monde en matière de bruit et d'environnement. L'utilisation d'engins lourds dans les villes européennes densément peuplées impliquait le respect de limites sonores strictes afin de prévenir la pollution sonore dans les quartiers historiques et les zones résidentielles. Les constructeurs européens ont investi massivement dans des technologies d'insonorisation avancées, l'isolation des compartiments moteurs et le développement de ventilateurs de refroidissement extrêmement silencieux. De plus, les normes européennes d'émissions ont imposé des systèmes complexes de traitement des gaz d'échappement, obligeant les moteurs à fonctionner avec un rendement élevé. Absolument. Si les constructeurs américains ont fini par s'adapter aux normes locales Tier 4, les exigences des municipalités européennes ont favorisé les marques locales dont les machines étaient conçues dès le départ pour fonctionner silencieusement dans des zones à très faibles émissions. Enfin, un profond changement culturel s'est opéré dans la façon dont les conducteurs d'engins de chantier sont perçus. En Europe, ils sont considérés comme des techniciens hautement qualifiés et leur cabine est aménagée comme un espace de travail luxueux. Les constructeurs européens ont commencé à équiper leurs cabines de systèmes de climatisation performants, de sièges chauffants et d'écrans tactiles intuitifs. L'accent a été mis sur la réduction de la fatigue des opérateurs lors de longues et pénibles journées de travail dans des environnements urbains exigus et stressants. Pendant longtemps, les machines américaines importées ont paru primitives en comparaison, avec des compartiments basiques et fonctionnels privilégiant la durabilité au confort. Lorsqu'un entrepreneur européen s'installait dans une machine de fabrication locale, il se sentait connecté à une technologie de pointe. Mais lorsqu'il s'installait dans une machine importée, il avait l'impression de simplement actionner de lourds leviers mécaniques. Si cette analyse du génie des transports et des engins lourds vous a intéressé, n'hésitez pas à aimer la vidéo et à vous abonner à la chaîne pour découvrir des analyses plus approfondies des machines qui construisent notre monde.